Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler cession, acquisition de PME, facturation électronique et cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inextenso Finance et Transmission. Marc, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, vous venez de publier un rapport sur les cessions-acquisitions de PME. Ce rapport conclut à une hausse des opérations, 1172 opérations, c'est une hausse de 41,4% en 2021 par rapport à 2020. C'est proche du niveau observé en 2019. Comment expliquez-vous cette tendance ? Alors effectivement, on publie chaque année depuis 2017 avec notre partenaire Epsilon Research un panorama région et transmission qui vise à regarder, analyser, comptabiliser les opérations de transmission entreprise, cession majoritaire qui existent en France, avec un focus très régional, un focus en territoire. Effectivement, en 2021, on assiste à une augmentation d'un peu plus de 40% du nombre de ces opérations. Je pense qu'il faut inscrire ce chiffre dans deux axes. Premièrement, on a un axe de rebond très clair. 2020, avec une année de crise sanitaire, économique, avec non pas un arrêt des opérations de transmission, puisque le confinement n'avait duré que, en partie, 2 mois, vraiment dur, un peu plus longtemps par ailleurs pour certains secteurs, mais on avait assisté en 2020 à une baisse du marché de un peu plus de 20%. On était à moins 40% à fin juin 2020. Pour le premier semestre. Mais in fine, l'année 2020 s'était soldée avec une baisse des transactions d'un peu plus de 20%. Là, à 40% sur 2021, on a un effet rebond manifeste qui vient faire le pendule, entre guillemets, après une année 2020 qui avait été assez faible. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est quand même une évolution du marché de ces transmissions d'entreprise. Comment cette évolution ? D'une part, les régions qui ont bien progressé, voire surperformé en 2021, étaient des régions qui avaient, pour le coup, effectivement bien baissé en 2020, et on retrouve dans le palmarès de tête des régions où la transmission est un vrai facteur de transformation des entreprises. Les grandes régions, on va dire industrielles françaises. Dans le détail, ça donne quoi ? Déjà l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes, parce que par définition, ce sont des régions où il y a le plus grand nombre de PME et où il y a un territoire, où ce sont des territoires où il y a un tissu industriel de PME, de TI qui est lourd, important. Également des plus vieilles régions industrielles, je pense au nord de la France, les Hauts-de-France, qui sont finalement des territoires assez dynamiques en matière de transmission d'entreprise, mais surtout à tout le Grand Ouest, où on a un tissu de PME plus diffus, plutôt issu de la génération d'après-guerre, si on veut faire un peu de macroéconomie. Or, c'est cette région, Pays de l'Or, qui avait particulièrement souffert en 2020 du confinement. Là aussi, peut-être à cause de cette diffusivité, cette diffusion du tissu industriel, et qui a pourtant bien rebondi en 2021. Et dans les secteurs, ça donne quoi ? Alors dans les secteurs, on a aussi des effets assez contrastés. On retrouve en 2021 des secteurs traditionnels, d'équipement. Donc les biens d'équipement progressent de plus de 160%, l'énergie progresse de plus de 58%, et ce qu'on appelle les infrastructures, le bâtiment, progresse de plus de 30%. On voit là le renouveau, entre guillemets, de ce marché sur ces secteurs qui avaient beaucoup souffert du confinement et des crises sanitaires et économiques de 2020, puisque ces secteurs avaient été un peu laissés de côté par les investisseurs au profit en 2020 de secteurs plus, non pas à la mode, mais plus évidents, le digital, la santé. En 2020, c'est l'année de la santé et du digital. Ce sont des secteurs qui restent très porteurs encore en 2021, mais là, l'effet rebond, il joue un peu dans l'autre sens. Bien entendu. Alors, quelle est la part des acquéreurs français au niveau national ? Cette part, elle a baissé en 2021. Elle est revenue à un niveau assez traditionnel, à un peu plus de 80%. Pourquoi ? Parce que 2020 avait été une année très franco-française. Les transactions cross-border, comme on dit dans le jargon anglais, transnationales, donc avec des contreparties acheteurs ou vendeurs étrangers, ont été passablement à l'arrêt en 2020, confinement oblige. Donc on retrouve la part des Français à un peu plus de 80% sur 2021, avec quand même deux choses importantes. Ce marché, il reste quand même très dirigé, très piloté par les entreprises privées, familiales, indépendantes,
qui sont les premiers acquéreurs. C'est plus de 60% des opérateurs du marché à transmission, ce sont des entreprises privées indépendantes. Par contre, on retrouve en 2021 un poids assez fort des acteurs plus corporate, que sont les fonds d'investissement, qui reviennent à un bon niveau en 2021, après 2020 où ils avaient plutôt laissé le marché tranquille, pour probablement s'occuper de leur participation, qui avaient bien besoin dans cette période de crise en 2020 d'avoir des actionnaires financiers à leur côté. Et c'est une tendance qui risque de se poursuivre en 2022 ? On verra 2022 peut-être juste après, mais parce que les tendances 2022 sont effectivement un peu différentes par rapport à ce qu'on a connu en 2021. Et je pense que c'est intéressant d'esquisser quelques tendances. Et juste pour finir, sur les typologies d'acquéreurs, les fonds d'investissement, les sociétés cotées en bourse sont bien revenus en 2021 comme étant des acquéreurs significatifs. Et au niveau international, qu'est-ce qui se passe au niveau des acquéreurs ? Quelle est la typologie ? Ouais, alors, en fait, Panorama, on l'étudie depuis 2017. Donc, on voit bien les grandes tendances depuis maintenant presque 5 ans. Il n'y a pas vraiment de règles sur les acquéreurs étrangers. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que il y a une vraie primauté au voisinage. Sur le monde des acquisitions que nous regardons, entre 1 et 50 millions d'euros de valorisation, ce qui fait quand même un scope assez large, de belles PME, de petites entreprises, de TI, le tiercé de tête, ça reste toujours des pays européens. Donc déjà, pour mettre en brèche une idée reçue, on n'a pas d'investisseurs chinois qui achètent la France entière, loin de là. Les acquéreurs étrangers sont des Anglais, des Belges, des Allemands, des Italiens, des Espagnols. Cette année, peut-être effet Brexit à l'envers, sur 2021, le premier pays à l'acquisition, c'était l'Angleterre, qui a été mal classé en 2020. Les États-Unis sont en deuxième place. Les États-Unis, c'est un grand voisin en fait aussi. Ils sont pas européens, mais ils font partie des pays qui sont particulièrement actifs sur le marché de la transmission d'entreprise en France. Et ensuite, on trouve l'Allemagne et la Belgique. Tout ça, ça bouge chaque année. Mais voilà, ça revient à un niveau quasiment globalement de un peu plus de 20% sur l'année 2021. Pour conclure, quelles sont les perspectives pour 2022 ? Est-ce qu'on a déjà des indices avec le premier trimestre ? Alors, on a quelques indices. En fait, ce qu'on voit, c'est que le marché a trouvé une forme d'asymptote déjà au dernier trimestre 2021. La grosse croissance 21, ça a été les deux premiers trimestres, 2-3 premiers trimestres. L'asymptote dernier trimestre 2021. Et on est sur un marché aujourd'hui, par rapport à 2021, qui est effectivement une année un peu record, comme 2019, vous l'avez dit lors de votre introduction. On est sur une baisse aujourd'hui de l'ordre de 15%. Alors, qui cache en fait, je pense, 2 ou 3 phénomènes. Je ne voudrais pas non plus conclure sur une note trop pessimiste, mais... Rapidement, en un mot. Voilà, 3 phénomènes. On a un effet pendulaire après une année très forte. On a quand même un effet de contraction lié à la difficulté d'approvisionnement, à l'inflation et aux difficultés de recrutement qu'on a depuis septembre dernier. Et pour l'instant, on ne le mesure pas, mais peut-être qu'on aura un effet conflit économique et politique qu'on vit aujourd'hui en Europe. Eh bien, on va suivre tout ça. Merci Marc pour votre éclairage. Merci Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans la matinale du monde du chiffre. On va parler facturation électronique avec mon invité Christian van der Valk, vice-président stratégie et réglementation de Sovos. Il est également président du groupe de travail sur les contrôles transactionnels en continu à la CCI. Christian, bonjour. Bonjour. Alors, quelles leçons tirez-vous de 2 décennies de contrôle transactionnel en continu, facturation électronique en Amérique latine et dans le monde ? Comme vous dites, cette révolution, parce que c'est bien une révolution, a commencé en Amérique latine, en Chili, pour être plus précis. Et c'est quelque chose qui a quelque part bouleversé le monde de la TVA, mais aussi le monde des entreprises, et plus précisément aussi le monde des échanges électroniques entre entreprises. Pendant très longtemps, les administrations fiscales ont quelque part freiné le développement de ces échanges. Et depuis 2003-2004 en Chili, et après partout dans le monde, l'administration fiscale a fait exactement l'inverse, a commencé à pousser. Parce qu'elle a compris que c'est avantageux pour le fisc aussi d'avoir des données numériques. C'est une révolution.
C'est vraiment quelque chose qui change complètement le comportement des entreprises, mais aussi change complètement, quelque part, la visibilité qu'a l'administration fiscale dans le monde des entreprises, dans les échanges, en mode direct. C'est une révolution aussi qui prend généralement par pays 5 à 10 ans à se stabiliser. Donc, comme vous le savez, en France, ça va commencer bientôt aussi. Donc, il faut quand même compter sur une décennie encore de changements avant que vraiment tout le monde ait trouvé quelque part un rythme de pratique qui convient aux deux côtés de l'équation. Il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que ça se mette en place. Absolument pas. Donc justement, est-ce que l'avenir apportera plus de normalisation dans ce domaine pour l'Europe, selon vous ? On l'espère tous. Malheureusement, la Commission européenne, on a bien insisté depuis des années déjà, parce qu'on a vu ça venir justement. On fait ça déjà, on fait ça déjà depuis très longtemps en Amérique latine, comme vous le dites. La Commission européenne a réagi très lentement. Donc, il n'y a que, on va dire, 18 mois que finalement, elle a commencé à prendre ça très au sérieux. Elle a fait un rapport avec une entreprise d'expertise italienne qui, aujourd'hui, a mené à une consultation très large en Europe, justement sur ce sujet-là. Quand je dis c'est un peu tard, c'est que l'Italie, la Hongrie, l'Espagne et d'autres pays, et maintenant la France, ont déjà commencé, se sont déjà lancés dans la facture électronique avec des normes qui varient énormément de pays à pays. Donc c'est selon vous, il faudrait homogénéiser les normes ? Oui, mais ça va être difficile parce que pour un pays, justement, cette révolution est très chère pour mettre ça en place. Aujourd'hui, tout harmoniser avec des grands États qui ont déjà fait ces investissements, ça va prendre du temps. Alors, on sait qu'en France, l'échéance est 2024. De quoi la France a-t-elle besoin pour maximiser son retour sur investissement dans la facturation électronique ? D'abord, je dois dire que la France a été exceptionnelle dans une chose qui est quelque part une condition de base pour le succès. C'est que l'administration fiscale, de façon inouïe quelque part, parce qu'on connaît tous l'administration fiscale française, parfois l'idée que c'est pas très moderne, etc., a tout de suite commencé à travailler avec les secteurs privés pour développer justement les processus et les normes qui vont devenir obligatoires. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Aujourd'hui, la grande question en France quelque part est parce que la France a choisi un modèle hybride où les factures peuvent être transmises soit par une plateforme étatique basée sur Chorus Pro, soit par des opérateurs certifiés privés. Et le grand débat, quelque part, en France, comme partout dans le monde d'ailleurs, est pour, quelque part, garantir l'innovation. Il est important que cet échange libre entre opérateurs certifiés, quelque part, devienne le mode préféré par les entreprises françaises. Si c'est pas le cas, moi je crains que l'innovation dans les échanges, dans l'automatisation des échanges, pas seulement de factures, mais aussi de bons de commande, de contrats, etc., en France, va pas développer de la même façon que peut-être dans d'autres pays où il y a plus de liberté d'échange des données d'entreprise. Pour terminer, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour que justement la France se prépare pour le mieux dans cette transition vers la facturation électronique ? Stimuler les entreprises à choisir cette voie d'échange libre avec des opérateurs certifiés. Stimuler les entreprises françaises à voir ça comme une révolution qui est plus une révolution finalement d'exploitation de données, d'intégration de données, qu'une révolution juste de connectivité avec des plateformes. Il faut vraiment commencer à comprendre que, à la fin, le but pour tout le monde, c'est d'avoir une visibilité des données qui va révolutionner quelque part la visibilité pour les managers, pour l'administration, pour les bureaux des statistiques, etc. Ça peut tout changer. Mais il faut vraiment qu'on aille vers un monde de données avec cette révolution qui a commencé avec les fiscs, mais finalement, c'est une révolution dans le commerce électronique. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale. Et je vous en prie.
Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. On va parler du cercle sur la prospective de l'avenir de la profession comptable avec Marine Lévesque, responsable ligne éditoriale et relations publiques au sein du CEG. Marine, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce que le CEG ? Alors le CEG, comme vous l'avez dit, c'est un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable qui a été créé en septembre 2021. Le constat à l'origine, c'était que la profession comptable fait face à des grands défis, pour n'en citer que quelques-uns, l'automatisation de la production comptable, l'arrivée de disrupteurs, la facture électronique dont on parle énormément. Et puis aussi toutes les problématiques de recrutement dont souffre un petit peu la profession en ce moment. Et face à toutes ces questions, les experts comptables sont parfois un peu perdus. C'est une profession qui est assez morcelée sur le territoire. Et donc, nous, ce qu'on a pensé bon de leur proposer, c'était un endroit pour se retrouver et échanger concrètement ensemble sur des solutions à mettre en place pour relever tous ces défis. En résumé, c'est un cercle de réflexion ? Exactement, c'est un think tank. On appelle ça un cercle, on trouve ça plus joli, mais c'est exactement ça, un think tank. Quelle est l'ambition du CEG ? Alors l'ambition du CEG, c'est de réunir les cabinets les plus en pointe en matière de digitalisation et de transformation, et en fait de les mettre dans les bonnes conditions pour les amener encore plus loin. On anticipe avec eux et on analyse toutes les transformations du marché par un ensemble d'actions concrètes qu'on met en place au quotidien. Et aujourd'hui, on a une 50aine de cabinets membres. On vise 200 cabinets membres en 3 ans, d'ici 3 ans, et 1 millier à terme. Donc l'ambition est très importante. Alors, vous l'avez souligné, une ambition importante depuis sa création en 2021. Quelles ont été les premières actions ? Alors, il y en a eu beaucoup. On n'a pas arrêté. Déjà, les événements, parce que c'est un des points clés du CEG, c'est ces moments où on se retrouve ensemble. Les experts comptables sont des gens qui sont très pris dans leur quotidien. On est en fin de période fiscale et ils sont vraiment preneurs de ces événements-là. Donc, on en a un très bientôt qui arrive début juillet à Paris. Mais surtout, tout au long de l'année, un travail, comme je vous le disais, de veille et d'analyse des transformations du marché, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps et les antennes au bon endroit pour aller trouver l'information et l'analyser par eux-mêmes. Donc, on les aide à savoir l'essentiel de ce qu'il faut savoir. On lance également des groupes de projets sur des sujets très concrets, notamment la facture électronique, la comptabilité simplifiée, la marque employeur. Donc, on est aussi sur une question de les outiller très concrètement. On lance un podcast qui va sortir très prochainement. Et un dernier exemple très concret, là, on est en train de travailler sur des logiciels, des outils spécifiques pour les membres, notamment un projet qui s'appelle Cockpit. C'est un benchmark temps réel des cabinets membres du CEG pour qu'ils puissent en fait se évaluer où ils en sont de leur transformation et se comparer les uns aux autres et également dans le temps. Donc c'est vraiment tout un ensemble d'actions qui leur seront très utiles. Bon, on voit que les actions sont nombreuses, innovantes et parmi ces actions, il y a un événement futur dont vous avez parlé, c'est le 7 juillet prochain. Pouvez-vous nous le présenter ? Oui, alors c'est ce qu'on appelle nos journées d'échange. Alors c'est des journées déjà comme leur nom l'indique où on parle, où on se retrouve et ça c'est très très précieux. Donc c'est très humain, très agréable. Une des autres composantes fortes, c'est le fait d'inspirer les experts comptables, les amener à prendre de la hauteur sur des sujets en jeu. Donc, on a des intervenants de très grande qualité. On a notamment le chercheur Frédéric Fréry qui va intervenir pour parler de la logique du marché de l'expertise comptable et notamment peut-être aborder les sujets de potentielle financiarisation de la profession. Donc, on a des intervenants vraiment de renom. Et puis, des workshops très concrets, encore une fois, l'après-midi, où là, on planche autour de sujets pour qu'ils aient des outils et des méthodes actionnables quand ils rentrent dans leur cabinet. Le monde du chiffre sera présent le 7 juillet prochain. Merci de nous avoir présenté le cercle sur la prospective de la profession comptable. Le CEG. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale.